Bonjour à tous, bienvenue sur LEBM TV. Petite vidéo pour faire suite à la vidéo nutrition sur les différentes questions qu'on a pu recevoir. Alors je fais la vidéo tout seul aujourd'hui parce que nous ne sommes pas ensemble avec Stéphane, et puis vu que ça concerne, on va dire, la nutrition, je vais être plus à même, on va dire, de répondre sur le sujet. Donc voilà, c'est pour cette raison que la vidéo se fait seule cette fois-ci. Merci pour vos retours, pour vos questions. Il y a plein de choses. Il y a des questions où on pourrait facilement y passer une demi-heure, notamment la thématique du sucre. Voilà, des choses un peu plus pointues on va dire, on pourrait rentrer dans le détail, approfondir. Là, pour le coup, en fait, j'ai extrait rapidement une dizaine de questions. Certaines se rejoignent. J'ai pas le nom de toutes les personnes qui ont rédigé les questions. Je les ai notées à la main, donc du coup, voilà. Excusez-moi d'avance. Bon, on va attaquer tout de suite. En fait, on va pas tergiverser. C'est vraiment un complément. Et puis, je pense que ces questions peuvent parler à plusieurs. En tout cas, c'est vraiment suite à cette vidéo. Donc, j'ai une première question qui est si l'alimentation est un soin, pourquoi mon médecin ne m'en parle pas? Pourquoi on ne nous apprend pas cela? C'est une bonne question. Pourquoi on va commencer par la première question déjà. Pourquoi en fait ton médecin n'en t'en parle pas? Ton médecin il t'en parle pas parce qu'il n'est pas formé. En fait, quand vous prenez un médecin qui fait, on va dire un médecin généraliste qui fait 7 années d'études, il a 10 heures de formation sur la nutrition. Donc c'est que dalle quoi. Alors parmi tant d'autres cours, donc lui la nutrition, 10 heures. Il s'en fout royalement, quoi. Et donc c'est pour cette raison, parce que la plupart des médecins en fait vous diront faut manger un peu de tout, essayer de manger pas trop gras, pas trop salé, enfin bon, en gros ce que tout le monde se dit, ce que personne ne fait. En général, les médecins, voilà, on peut pas non plus leur en vouloir. Je n'ai rien contre eux. C'est de la façon en fait où ils sont. C'est l'enseignement qu'ils reçoivent en fait. Voilà, on se rend bien compte que je sais pas quel est l'organisme qui est au-dessus, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être l'École nationale de la médecine, je sais pas comment ça s'appelle, mais ces institutions aujourd'hui n'ont pas la nécessité pour eux d'axer en fait leur enseignement sur la nutrition. Je vais aller un peu plus loin, c'est bon, on va dire que les écoles de médecine, malgré tout, c'est financé par l'État, on va dire dans le public, mais il y a quand même énormément de laboratoires qui sont derrière et qui mettent de l'argent dedans. Et donc, les laboratoires, eux, ce qu'ils ont envie, c'est qu'on vende leur médoc. Ils n'ont pas envie que tu manges forcément sainement et que tu deviennes, tu vois, que tu n'aies plus besoin de consommer leurs produits, quoi. Sachant qu'aujourd'hui, le monde alimentaire et le monde pharmaceutique, il est intimement lié. Ça serait une erreur de pas les lier, voilà, de les prendre comme quelque chose de séparé. Donc effectivement, voilà, les médecins, juste ils sont pas formés pour ça. Et deuxièmement, on vous apprend pas cela parce que si tu veux, un médecin, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Lui, t'arrives avec des symptômes, et lui, il a tout un catalogue énorme de produits qu'il a étudiés. Et lui, son boulot, en fait, c'est de prescrire des choses qui vont éteindre ta douleur ou l'alarme que ton corps essaye de manifester. Et voilà. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, très très souvent. Et souvent, même dans les médicaments que ton médecin va utiliser, c'est un peu on va tester ça. Voilà, un médecin qui a de l'expérience, il sait que tel médicament fonctionne avec celui-là, etc. parce qu'il l'a essayé plusieurs fois. Mais il faut bien accepter que nous sommes des cobayes dans cette histoire et que encore une fois, le médecin, tu remets ton pouvoir entièrement entre ses mains. Après, c'est à toi de voir, tu vois, dans la notion de médecine, pourquoi on nous apprend pas, en fait, ou on nous donne pas plus d'informations sur l'alimentation. Tu te rends compte, tu pourrais devenir un être libre,
Parce qu'en fait, c'est un chemin vers la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ton corps et tu es conscient de chaque chose que tu viens mettre et pourquoi et du comment, tu te rends bien compte que le mouvement que tu fais vers toi, c'est quand même un mouvement de respect et d'amour. Et donc, de là, il naît quelque chose qui s'appelle l'amour pour soi, quoi. Tu vois, c'est un moyen, l'alimentation aussi, tu vois, de se connaître mieux, de s'aimer, de se comprendre. D'être un être libre. Et tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression que dans le monde dans lequel on vit, on a envie que nous soyons des êtres libres et autonomes et pleinement rayonnants, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment la dynamique actuelle. Voilà. Donc c'est pour cela on évite en tout cas de nous laisser totalement libres. Mais libre à toi, hein, parce que libre à toi de faire tes recherches, de regarder ce qui fonctionne pour toi, de faire attention à ce que tu manges, etc. Et chacun peut le faire, voilà. Mais les médecins, ils sont un peu à l'ouest. Voilà. Après, t'as des nutritionnistes qui sont des gens spécialisés. J'ai eu la chance de communiquer avec plusieurs et très très souvent c'est quand même très très basique, voire limité, hein, en fait, hein, c'est simple, hein, ils prennent les tableaux de l'OMS, hein, de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont des tableaux ultra bien évidemment standardisés, et puis ils viennent appliquer ça à droite, à gauche, il y a un nouveau régime qui sort, bon ils apprennent le truc, bon c'est ci, c'est ça, et puis voilà quoi, mais honnêtement ils en savent pas beaucoup plus que vous. En tout cas, c'est à la portée, c'est pas quelque chose de très très compliqué en fait. Hein. Vraiment, l'alimentation, c'est pas compliqué. Faut juste s'y mettre, essayer de comprendre 2-3 trucs, et puis c'est assez simple quoi. Donc voilà pour cette question. Ouais, j'ai fait un petit peu long. Deuxième question, vous abordez l'eau à la fin de la vidéo. J'ai déjà entendu dire que l'eau fait grossir. Est-ce que c'est vrai? Dans l'absolu, l'eau ne fait pas grossir parce que l'eau n'est pas calorique, il n'y a pas de calories dans l'eau. Maintenant, quand vous mettez 1 litre d'eau dans votre corps il a fait plus 1 kilo. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que bon, l'eau, il y en a partout, il y en a dans les articulations, c'est ce qui permet aussi le bon huilage des rotations, il y en a dans les tendons, il y en a dans les muscles, je crois que c'est 60% des muscles, c'est de l'eau. Donc en fait, de l'eau, il y en a partout. Donc c'est notre corps est rempli d'eau. Donc en fait, il faut essayer tout le temps en fait de renouveler en fait cette eau. Ce qui pourrait arriver, c'est que on ait de l'eau qui stagne beaucoup plus dans les graisses, dans les tissus adipeux, ce qui arrive quand on vieillit. Et donc, qu'on boive des quantités d'eau énormes qui viennent se stocker à ces endroits-là, ça me paraît un peu dingue. C'est pas impossible quand on vieillit qu'on en stocke un peu, mais je pense que il faudrait dans ce cas-là absorber des quantités d'eau assez importantes avant le coucher, boire 1 litre ou 2 litres de flotte avant d'aller se coucher. En gros, je pense que là, ouais, effectivement, là on pourrait stocker de l'eau. Et en journée, je pense que non, on ne stocke pas d'eau. Hein. C'est 1 litre d'eau, on prend 1 kilo, hein, c'est comme ça. Mais je pense même que si on buvait 5 litres d'eau sur les 2-3 jours qui arrivent, en fait, notre corps thermorégulerait tout ça, éliminerait et ferait le travail. Et donc, en fait, il faudrait penser sur 2-3 jours, en fait, pour éliminer tout ce surplus d'eau. Et donc, en fait, on serait à l'équilibre sur 2 ou 3 jours. Je ne pense pas en tout cas que l'eau fasse grossir. Non, l'eau ne fait pas grossir. Boire 5 litres d'eau, c'est 5 kilos si tu montes sur la balance juste après. Voilà, ça c'est mécanique, on peut rien y faire. Autre question. Merci pour avoir décrit le phénomène yo-yo, conséquence de régime. Mais du coup, y a-t-il un régime efficace ou plus sain que les autres? Merci pour avoir décrit les phénomènes. Ah oui, je pense que c'est lié à la partie dans la vidéo où je parle des régimes où en fait on a toutes nos adipocytes en fait qui diminuent, et quand on reprend du poids, quand on se remet à manger après un régime, en fait les adipocytes
se divise et regonfle au lieu enfin, il se multiplie au lieu de juste regonfler et dégonfler. Donc en fait, on a beaucoup plus d'adipocides développables ou potentiellement développables, et donc on reprend toujours plus après un régime. Voilà, je pense que c'est l'effet yo-yo, c'est ce que cette personne veut décrire. Et donc la question, c'est y a-t-il un régime efficace ou plus sain que les autres? Ben moi, les régimes, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est que tous les ans ou tous les 2 ans, il y en a un nouveau qui arrive, quoi. Moi, j'ai tendance à toujours me méfier un petit peu de la nouveauté. Alors, me méfier, j'observe. Globalement, le régime, en fait, le fait d'être en déficit calorique, c'est quelque chose que l'on peut faire sur des très courtes durées. Il faut le faire de façon très intelligente. Faut pas faut pas se restreindre. En fait, se restreindre, c'est pas en fait bon pour notre corps. Notre corps a horreur de ça. Il déteste ça. En fait, c'est le meilleur moyen pour lui mettre un stress. En fait, et ce stress, il y a de grandes chances qu'il transforme derrière en cortisol, en dérèglement hormonal. Donc en fait, même si notre régime fonctionne sur le coup, sur du moyen ou long terme, ça va avoir des effets assez catastrophiques. Donc, déjà à la base, en fait, je suis pas fan du régime, même si moi-même, en fait, je suis très régulièrement, en fait, je me mets en déficit calorique parce que j'aimerais bien arriver à tel poids avec mes exercices de sport. Ça me permet de faire ci, d'être meilleur, plus performant là, blablabla. Donc, j'essaye de faire attention à ça, mais en fait, je me rends compte que plus je me fous la paix avec ça, j'essaye de suivre plus ou moins des lignes assez larges. Et en fait, au final, bon, je suis à peu près toujours dans le même passage, on va dire. Et puis au final, ça va. Et pourtant, je suis quelqu'un qui stocke énormément et très 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 rapidement. J'arrive à me faire plaisir, mais en même temps, il faut que je fasse attention. Voilà, je suis sur une espèce des deux, donc j'essaye d'avoir les deux. J'essaye de faire attention un jour ou deux, puis si j'ai envie d'une pâtisserie ou d'autre chose, une glace, bah voilà, je me fais plaisir quand même, quoi. Donc en fait, déjà à la base, régime, je suis pas fan. Et plus efficace, plus sain que les autres, bah en fait tout dépend pour qui, tout simplement parce que c'est lié à ta génétique. Tu vois, un bûcheron norvégien qui bosse par -15 et un Congolais qui vit en pleine forêt équatoriale, ils ont pas du tout le même régime alimentaire, et eux, tu vois, s'ils ont envie de perdre du poids, ils vont pas du tout, il va pas falloir jouer en fait sur les mêmes curseurs, quoi. Et entre un hispanique et je fais n'importe quoi, un Mexicain et un Américain du Nord, ils sont pas loin, hein. Tu vois, tu vas pas avoir, tout dépend de la façon dont tu assimiles le sucre, dont tu assimiles tes graisses. C'est tout ça, si tu veux, qu'un régime ne prend absolument pas en compte. Un régime, en fait, c'est tout à l'heure je parlais des standards de l'OMS, si tu veux, des tableaux, alors il y a tant de calories, etc. Les régimes se basent plus ou moins là-dessus, mais tu vois, en fait, c'est vraiment du cas par cas, parce que, tu vois, ta question, est-ce qu'il y a un régime plus sain que les autres? J'ai envie de te dire qu'un régime équilibré serait plus sain que les autres pour à peu près tout le monde, mais tu vois, par exemple, des gens qui sont plutôt originaires, on va dire de proche de l'équateur, vont avoir une facilité à assimiler le sucre, par exemple, chose que nous, ou que moi, pardon, je sais pas qui tu es, toi qui nous regardes, mais qui est plutôt, on va dire, dans les pays du Nord, vont plutôt avoir de facilité à absorber les graisses plutôt que les sucres. Voilà, tu vois, il y a toutes ces choses-là, donc je sais pas, quelqu'un, par exemple, qui va avoir une petite légère tendance à la dépression, ou qui est dans une période qui est assez compliquée psychologiquement, si demain tu le mets, en ce moment il y a la mode du régime keto ou cétogène, si tu la mets sous un régime céto, c'est-à-dire que tu lui enlèves complètement tous ses glucides, donc elle mange que des lipides et des protéines, effectivement elle va déstocker parce que son corps va avoir besoin d'énergie, donc en fait son corps va aller taper dans ses graisses et donc dans tout ce qu'elle a stocké. Voilà, puis vu qu'il n'y a pas de glucides qui rentrent, donc il n'y a pas de restockage, on va dire. Donc elle va avoir tendance à utiliser ce qu'elle mange, mais surtout aussi d'aller taper dans ses graisses. Donc c'est intéressant, si tu veux. Mais si quelqu'un, on va dire, a une petite faiblesse
morale et que tu lui enlèves ses glucides, en fait, tu peux la mettre en burn-out, quoi. Tu peux lui faire péter un câble, en fait. Et c'est pas bon du tout. Donc, il faudrait prendre tous ces éléments-là en compte. Donc c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, il y a des bons spécialistes qui eux vont prendre ça en compte. Voilà, ton origine, la façon dont tu assimiles, ce que tu as déjà fait comme régime, est-ce que tu as déjà fait, comment se sont passés déjà tes anciens régimes, parce que tu vois c'est toujours pareil, si c'est pour répéter le même truc que tu as déjà fait, et que tu sais qu'il n'y a pas trop de résultats parce qu'à chaque fois tu rebouffes, te relance peut-être pas dans ce même schéma. Hein. J'aime beaucoup une phrase du Bouddha qui dit si tu veux quelque chose que tu n'as jamais obtenu, prends un chemin que tu n'as jamais pris. Hein, c'est exactement pareil pour l'alimentation en fait. Tu vois, si tu as déjà fait des régimes et que ça n'a pas vraiment marché pour toi, bah essaye de gérer le truc différemment. Prends un chemin différent. Attention au truc de je me restreins parce que j'ai un ultimatum, il faut que je sois belle, mince, beau, musclé dans 6 mois. C'est un stress pour le corps, voilà. Et notre corps, dès qu'il stresse, il va développer du cortisol et ça c'est la pire merde qu'on peut avoir. On va se restreindre, mais on va plus perdre du poids, voilà. Donc j'ai pas vraiment répondu à ta question, à part te dire qu'un régime alimentaire assez équilibré, voilà, mais pas de régime où tu te restreins. Tu peux effectivement de temps en temps faire un régime keto. Voilà, si tu es dans de bonnes conditions, si tu as un bon mental, un bon moral, voilà. Mais si tu fais en même temps du sport, il faut quand même que tu aies des glucides. Si tu es quelqu'un de sédentaire, oui, effectivement, peut-être que tu peux enlever tous tes glucides sur peut-être 2 jours, mais il faut quand même en manger au bout du 3e. Voilà, je pense que c'est compliqué d'enlever en fait des aliments. Autre question. Donc je suis végane, j'ai 22 ans. Et j'aimerais bien me muscler et prendre du poids. Est-ce que je peux prendre des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? Je suis végane, j'ai 22 ans. Donc moi ça m'épate toujours quand les gens veulent prendre du poids. Moi j'en chie tellement pour en perdre que moi quand j'entends des gens qui veulent en prendre, ça me rend dingue, mais ça m'arrive très souvent. Donc notamment quand on fréquente un peu les salles de sport, les gens qui te disent oh, j'arrête pas de manger, j'arrive pas à prendre du poids. Moi ça me rend fou. Je me dis mais comment je rêverais d'être comme ça, quoi, tu vois. Moi je mange je sens juste le plat. J'ai déjà pris 200 grammes, donc voilà. Donc bah écoute, oui. Donc si tu veux te muscler et prendre du poids. Et que tu es végane, forcément tu vas avoir une problématique qui va être ton apport protéiné en fait, tes protéines pour pouvoir développer en fait ta masse musculaire. Enfin, c'est le sport et une bonne alimentation hyper protéinée qui vont faire que tu vas pouvoir développer, on va dire, ta masse musculaire. Pour le coup, tu es végane, donc je pense que je suis pas un spécialiste, mais ce que je sais, c'est que les véganes, pour vraiment assimiler des protéines, je crois qu'il faut que tu mélanges tes protéines type, je sais pas, tu vas manger des haricots par exemple, il faut que tu le mélanges avec du riz où il y a un peu de protéines dedans, mais surtout il y a de l'amidon qui vont te permettre, etc. Enfin, c'est une combinaison qui est assez complexe, je sais, sur les véganes. Du coup, effectivement, je t'inviterai certainement à prendre des compléments. Il y a je sais que par exemple tu as les protéines de petits pois, tu as de la protéine de soja, je suis pas sûr du truc, mais tu as des protéines de chanvre, tu as plein de protéines en fait naturelles qui peuvent effectivement t'aider. Mais alors attention à bien définir en fait tes protéines, c'est 1,5 grammes par poids de corps par jour. Donc je sais pas, si tu fais 60 kilos, tu en manges 90 grammes maximum, quoi. Donc des compléments, ça va peut-être te correspondre à, je sais pas, 3 shakers de protéines. Si t'étais pas végane, je te dirais bah non, tu peux trouver quasiment tout, c'est facile, quoi. Tu vas manger du poulet, tu vas manger du blanc d'œuf, tu vas manger pareil des haricots, tu vas manger du bœuf, peu importe. C'est beaucoup plus facile, voilà, quand on est non vegan. Donc ouais, pourquoi pas. Ce qui va te manquer aussi dans toute la partie vegan, c'est que dans la nourriture, dans les protéines, nous avons les acides aminés en fait, ce qui permet aussi une bonne absorption des protéines. Là effectivement, il faudrait regarder cette partie-là, toute la chaîne amino-acides, comment ça fonctionne avec tes protéines.
Donc t'es vegan, il y a pas de souci, hein. T'es jeune, t'as 22 ans, du muscle, t'es plein de testostérone, t'es plein d'hormones de croissance. Il suffit que tu te mettes à bosser, à te muscler et voilà et à bien manger. Vraiment, il faut vraiment que tu manges bien. Et puis tu vas voir que tu vas te développer. T'es jeune, donc il y a pas de voilà, après, je t'inviterai à pas prendre de compléments parce que tu es vraiment jeune, mais après, pourquoi pas. Après tout, si c'est des compléments naturels à base d'herbes, je te dis, hein, petits pois, je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, je connais pas, mais ça se trouve facilement. Voilà, essaye de faire attention de la provenance, de la traçabilité, d'où ça vient, et voilà. Et puis, tu vas voir que ça va vite coûter cher. Donc, parce que tous les compléments autour du sport, ça coûte très cher. Complément encore. Vous citez 3 compléments à la fin de la vidéo. Vitamine, magnésium, oméga 3. Ne peut-on pas trouver cela naturellement dans l'alimentation? Oui, dans la vidéo, effectivement, je recommande une espèce de petit triptyque. Alors surtout dans la période en ce moment où on peut avoir virus, rhume, etc. 1 gramme de vitamine C le matin. Peut-être, je sais pas ce que j'ai dit en magnésium, mais peut-être 500 grammes ou 500 grammes, n'importe quoi, 500 mg ou 1 gramme de magnésium le soir, et puis des oméga 3. Oui, tu peux trouver tout cela dans l'alimentation, tu vas trouver tout ça, c'est vrai. Des oméga 3, tu vas en trouver dans les poissons, voilà. Mais si tu manges des poissons gras tous les jours, bah, tu vas être énorme, parce que de la sardine, du maquereau, du saumon, qui sont très riches en oméga 3, ou d'huile de lin, ou de nombreuses huiles comme le colza, où il y a de très bons oméga 3 dedans. Oui, mais si tu veux, tu vas juste... si tu souhaites, entre guillemets, faire une petite cure oméga 3, enfin, c'est quand même quelque chose qui serait important pour ton corps de prendre régulièrement. Tu vas du coup amener énormément de calories avec les oméga 3. L'avantage de l'oméga 3 en gélule, alors hein, c'est pareil, hein, il y a toutes sources, hein, il faut regarder un indice qui s'appelle l'indice TOTOX, T-O-T-O-X. Plus il est bas, moins il y a de toxicité, donc plus un oméga 3 a de toxicité, moins il est assimilable. Donc bah, il faut essayer de regarder souvent on trouve des tonnes et des tonnes de compléments d'huile de poisson, mais bah, vous n'avez aucun renseignement sur la toxicité en fait du poisson. Donc plus vous avez un poisson qui est énorme, en fait, plus il a pu assimiler des métaux lourds, mercure, etc. Et moins en fait les oméga 3 sont assimilables, voire même vraiment pas terribles. Attention avec les oméga 3, si vous faites une surdose d'oméga 3, c'est toxique. Donc il faut vraiment essayer de faire attention. Les oméga 3, je sais pas, vous prenez une gélule le matin, une gélule le midi, une gélule le soir, quoi. Voilà, ça suffit. Et essayer de trouver des bons oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est possible d'en trouver dans l'alimentation, mais ça va être trop faible en quantité. Par contre, si vous prenez des compléments, ça vous empêche pas d'en manger. Vitamine C, c'est la même chose. Il n'y a pas très longtemps, on m'a fait cette question. On m'a dit oui, mais moi la vitamine C, je bois énormément de jus de citron. Je lui ai dit ok, combien? Et elle m'a dit bah ouais, je bois au moins 2 citrons. Je me presse au moins 2 citrons par jour, un le matin, souvent et un le soir. Donc c'est très bien, c'est parfait. Le citron, c'est alcalinisant. Quand vous mangez de la viande, vous buvez du café, du coca, ce que vous voulez, vous acidifiez votre corps. Le jus de citron, lui, en fait, bah, justement fait l'inverse, alcalinise le corps. Donc c'est parfait. Le seul truc, c'est que du coup, je regardais avec cette personne et on se rendait compte que bah, en vitamine C, ce qu'une gélule entre guillemets d'1 gramme de vitamine C vous procure, il faudrait que vous preniez. Alors là, on était sur du citron vert, mais c'était 1,5 kg de citron vert par jour ce qui correspond à peu près à 1 gramme de vitamine C. Donc bah, c'est pareil, c'est énorme quoi. Si vous faites ça plus le poisson. Et ensuite, vous avez le magnésium. Alors, le magnésium, on en trouve dans plein de choses. J'ai pas tout en tête là, mais c'est pareil. Le magnésium, ça peut être intéressant, notamment au niveau du sommeil, de calmer un peu le système nerveux le soir, d'avoir un meilleur repos. Donc, si d'avoir un meilleur sommeil, en fait, c'est une meilleure récupération. C'est une meilleure on va dire l'hormone de croissance, l'hormone qui régénère nos muscles, qui régénère tout ça, en fait, va mieux bosser si on est
détendu pendant notre sommeil. Donc ça, effectivement, on en trouve dans l'alimentation, mais pas avec ces dosages-là. Je reviens juste sur la vitamine C, par exemple. Si vous dites la vitamine C, moi je vais manger des framboises, des fraises et des oranges, bah oui, effectivement, c'est génial, il faut le faire. Par contre, pour arriver à 1 gramme de vitamine C par jour, vous allez bouffer 250 grammes de sucre pur, donc vous allez être énorme, quoi. Donc voilà, je recommandais ça. Peut-être par parcimonie pour certains. Moi, je le fais quasiment tout le temps. Je prends quasiment tout le temps 1 gramme de vitamine C parce que j'ai une vie très active. Je fais beaucoup de sport. Je prends 1 gramme de vitamine C tous les matins. Je prends 2 gélules d'oméga 3 par jour. Et magnésium, pas tout le temps, mais je fais 1 mois, et puis j'arrête, et puis je reprends 2 mois après, etc. Mais ça peut, c'est important d'en avoir pour notre corps. Autre question, je fais 70 kilos, je mange comme un ogre et je prends pas de poids. Je ne fais pas d'exercice. Ma femme mange pareil que moi, mais réagit totalement différemment. Je dirais même qu'elle se prive, mais qu'elle prend plus de poids. C'est lié à quoi exactement cette inégalité ? Ok, donc là je comprends, c'est que monsieur fait 70 kilos, mange comme un cochon, mais prend pas 1 gramme. Madame, elle mange la même chose que lui, voire un peu moins, elle se prive, et elle stocke de malade. Bah, c'est lié à quoi ? C'est lié à ton métabolisme, c'est lié à ton mode de vie. Est-ce que c'est lié à ta gestion du stress ? Quelqu'un qui est stressé va avoir déclenche en fait du cortisol dans son corps, donc va avoir tendance à beaucoup plus stocker de sucre. Tout dépend de ta sensibilité à l'insuline. Tout ça en fait, chaque facteur en fait est peut-être une potentielle inégalité. Ta génétique, est-ce que d'où tu viens, tes parents, comment ils sont physiquement, comment ils gèrent tout ça. Donc c'est lié à quoi cette inégalité ? Je peux pas te répondre, il y a tellement de facteurs. Mais en gros, ouais, je te dirais la génétique, je te dirais ton métabolisme. Est-ce que tu as un métabolisme haut et bas ? Souvent, alors si t'es quelqu'un d'actif, par exemple, tu fais du sport, tu consommes beaucoup de calories. Si ta femme en fait moins, forcément. Donc voilà. Si elle a par exemple fait des régimes ces 4-5 dernières années, en fait elle a juste baissé son métabolisme, donc dès qu'elle dépasse 1300 calories, elle stocke. Mais toi, vu que tu es actif, que tu bricoles, que tu vas, je sais pas, jouer au foot le dimanche, j'en sais rien, et tu cours avec les gamins dans le jardin, toi tu crames 2500 calories, et puis voilà, l'inégalité peut être là, elle peut être sur la génétique, et voilà, mais on est tous inégaux, mais on en revient sur les questions de régime et sur la nutrition, c'est que nous sommes tous inégaux, on a tous des facilités à assimiler, je sais pas, la vitamine K, et puis d'autres à côté, il va absolument pas l'assimiler, il y en a d'autres, ce sera la C, etc. Et puis il y en a qui vont assimiler les sucres, d'autres les graisses, d'autres les sucres, il faut absolument les enlever, parce qu'en fait, dès qu'on en prend 1 gramme, ça déclenche énormément de choses chez eux, le côté addictif, etc. Et puis il y en a d'autres, ils sont pas du tout addictifs, ils peuvent manger du sucre tous les jours pendant 1 semaine, puis après ne plus en manger pendant 2 mois, ça leur pose aucun problème. On est tous complètement inégaux, nous sommes tous uniques sur un plan alimentaire, il y a des grandes lignes, des grands groupes, etc. On va dire, où là c'est là où je parle un peu plus de génétique, où on a des grandes tendances, mais globalement, nous sommes tous absolument différents, donc il faut vraiment regarder ça au cas par cas. Voilà, ça m'arrive parfois dans les séances, alors d'aller un peu plus loin que sur les séances clairvoyance et d'aborder ces sujets-là avec quelques personnes. Mais globalement, oui, essayez de trouver par vous-même, mais surtout multiplier les sources, parce que vous allez trouver le tout et son contraire. Écoutez-vous, voilà, et puis faites des essais.
Hein, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une balance le lundi, vous faites votre essai de la semaine, vous vous repesez le lundi d'après, vous regardez dans le miroir, bon bah vous voyez bien s'il y a eu un dégonflement, enfin sur 7, 8, 10, 15 jours vous arrivez à voir les choses, mais au moins ça vous donne une tendance, vous savez ce qui marche pas, est-ce que psychologiquement, est-ce que de m'être privé, ça a été, ouais c'est bien, je suis mince et tout, mais alors par contre j'ai été odieux, à la maison c'est le bazar, vous voyez, parce qu'en fait ça a des incidences sur le moral aussi, quoi, donc faut, faut, faut faire attention à soi sur tous les plans. Bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis assez sportif, je cours régulièrement et fais aussi de la musculation, ok, du vélo d'appart quasi tous les jours. Est-ce que je dois adapter mon alimentation et si oui, comment? Geoffrey, je vais pas te faire un plan alimentaire là tout de suite, mais effectivement, on considère que à partir du moment où tu t'entraînes plus de 4 heures, je crois, ou 4 heures et demie par semaine, que tu pratiques une activité sportive un peu intense, plus de 4 heures et demie par semaine, tu es considéré entre guillemets comme sportif, tu as la carte de membre, et donc effectivement, il faut commencer à adapter ton alimentation. Et donc dans un premier temps, ce que je conseille aux gens qui font du sport, parce que très souvent les gens vont se mettre au sport en même temps, ils vont attaquer un régime. Donc alors là, c'est nickel pour faire monter les taux de cortisol et de dérégler plein de choses dans le corps. Donc faut faire super gaffe. Moi, je t'invite en fait du coup à prendre peut-être un tout petit peu de sucre ou un fruit avant ton activité physique, et ensuite de reprendre un fruit par exemple, ou ce que tu veux, mais quelque chose de sucré. Mais bon, on va parler des fruits. Je vais pas te dire bouffe un Snickers, etc. Mais juste après ton entraînement, et puis un apport protéiné en même temps. Voilà. En gros, essaye d'avoir ça et essaye d'avoir des petits déjeuners, pareil, où tu amènes des glucides. Évite les glucides le soir. Garde tes glucides le matin, autour de ton entraînement, avant, après. Et des glucides le midi en petite quantité. Mais en gros, sur ta journée, si tu veux, il faudrait pas que tu aies plus de 250 grammes de glucides au total. Voilà. Je sais pas si ça te parle, mais en gros, c'est à peu près ça. Que pensez-vous de la protéine en poudre et autres compléments, barre de sport, machin? Ok. Que pensez-vous de la protéine en poudre? C'est vrai que, alors, je sais pas si les gens qui nous regardent sont trop alertes là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper répandu aujourd'hui, la protéine en poudre. Il y en a, je sais pas, des milliers de marques, tous les goûts, chocolat, cacao, noisettes, c'est la folie. C'est un super business. Je reconnais que c'est super utile. Moi, j'en utilise, voilà. J'en utilise. J'essaie de faire attention à ce que j'achète, la provenance, là où c'est fait. Est-ce que ce sont des protéines qui viennent de l'industrie fromagère, ce qui font que ce sont des protéines moins chères, mais bon, pas terribles. Ou est-ce que ce sont des protéines natives, ce qu'on appelle des protéines qui viennent du lait. Ou alors est-ce que c'est des protéines d'œufs ou des protéines, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des protéines végétales. Voilà. Et faut être un petit peu vigilant là-dessus, mais effectivement c'est pratique parce que c'est pas facile quand on sort d'une séance de sport, je sais pas, de manger une boîte de thon, ou de manger un blanc de poulet, ou de manger une omelette parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on retourne bosser, parce qu'il faut aller chercher le petit à l'école, et donc c'est facile après le sport de manger une banane et puis de prendre un shaker de, je sais pas, boisson, caramel, coco, je ne sais guère, et voilà, et c'est pratique et ça fait le boulot, et oui effectivement, donc je peux pas critiquer parce que moi-même je consomme, tu vois. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est super pratique. Voilà. J'en pense juste que c'est super pratique. En termes de protéines pures, fais attention à ce que tu prends. Essaye de prendre des protéines natives. Voilà. C'est simple, les protéines en poudre. Il y a peut-être 3 ou 4 catégories. Il y a la whey, ce qu'on appelle la whey standard. Donc c'est l'entrée de gamme qu'on nous vend très cher, mais c'est de l'entrée de gamme. Donc ça vient de l'industrie du fromage, souvent du cheddar. Donc c'est vraiment le pire de chez pire. Les mecs en fait à la base ils mettent ça à la poubelle et ils se sont dit tiens on peut faire un petit billet là-dessus. Donc on va la lyophiliser, on va la réduire en poudre et puis on va vendre ça aux crétins qui poussent de la fonte et puis ils viront du feu et voilà. Et ça ira bien. Et ils ont réussi leur coup les mecs parce qu'ils font des marketing, ils ont des plans de com extraordinaires et aujourd'hui je sais pas si ça représente quoi l'industrie de la protéine, mais je pense que c'est énorme parce que c'est un complément qui est ultra répandu quoi. Voilà, tout simplement.
L'avantage, par exemple, alors, pardon, là je pars dans tous les sens. Ça, c'est la whey. Ensuite, vous avez l'isola, c'est de la whey, mais beaucoup plus filtrée, nettoyée, etc. Donc, elle est beaucoup plus fine. C'est quelque chose quand même d'un peu plus haut de gamme. Et puis, on a les protéines natives qui, elles, sont vraiment issues du lait. Alors, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. En France, je crois qu'il y a une ou deux marques qui font ça, mais alors ça tabasse. Mais effectivement, regardez plutôt les protéines natives. Voilà. Puis, on a les caséines qui sont des choses beaucoup plus épaisses, qui sont des protéines qu'on absorbe sur beaucoup plus longtemps, donc c'est plutôt des protéines qu'on va prendre le soir avant de dormir, par exemple. Voilà. Autre avantage aussi de la protéine en poudre, c'est que quand on est en période, on va dire un petit peu en déficit calorique, où on essaye de perdre du poids, par exemple quand vous avez une fringale l'après-midi, et que vous avez fait du sport dans la journée, prendre un shaker de protéines, je sais pas, ça va faire peut-être 110 calories, 300 ou 400 millilitres, ça va être quelque chose d'assez crémeux, donc c'est quelque chose quand même qui va être assez nourrissant, qui peut caler, qui peut remplacer en fait pour les gens qui font du sport et qui sont en période de sèche, ça peut avoir un avantage. Voilà, honnêtement, c'est hyper pratique. Voilà, je fais pas l'apologie du truc, mais franchement, c'est super pratique. Voilà, mais faites attention à l'origine du truc. Puis aussi au commerce, parce que ça coûte vraiment cher au fur et à mesure. Les boissons zéro ou light, bon ou pas? J'ai envie de te dire, encore une fois, ça dépend pour qui, comment t'assimiles ou pas. Moi, je peux te parler de mon expérience. Alors, tu vois, avec Stéphane, avec qui on fait les vidéos, souvent, quand on se pose tous les deux et qu'on discute toute une après-midi, soir ou nuit, il nous arrive de boire du Coca Zéro. Moi, j'en bois assez régulièrement. Je me rends compte quand même que je sais pas, pour être honnête avec toi, je pense que je devais en boire à peu près, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois tous les 2 jours, peut-être au moins, tu vois, 2 canettes, on va dire un demi-litre. On va dire un demi-litre tous les 2 jours sûr. Et je me suis rendu compte en fait que le soir, j'avais vraiment beaucoup de fringales. J'avais vraiment des envies de sucre. Le soir, c'était vraiment horrible. Alors je sais qu'en France, il y a différents tests qui ont été faits, de différentes études, qui sont d'ailleurs passés à la télé, je crois. Ça tourne sur YouTube, où en fait vous avez un groupe de personnes qui vont faire du cardio training dans une salle. Il y a 2 groupes, pardon. Ils vont s'entraîner pendant 1 heure. Je crois qu'à la sortie de cette séance, il y a un groupe qui boit du Coca-Cola normal et un autre qui boit du Coca-Cola light. Désolé pour la pub. Et ensuite, il y a, je sais pas, 1 heure de pause. Et ensuite, ils vont manger au restaurant. Et donc, le groupe qui boit du Coca-Cola, donc ils se font servir un burger, frites, etc. Ils peinent à finir en fait leur repas qui est déjà ultra calorique. Les gens qui prennent du Coca Zéro, ils explosent le truc en 2 minutes, 2 fois plus vite. Et derrière, ils enchaînent bonbons et ils enchaînent, je ne sais plus, glace ou un truc comme ça. Et en gros, effectivement, je connais pas exactement le mécanisme, si tu veux, de ce qui se passe dans le corps. Certains disent qu'en fait, du coup, on biaise notre cerveau en lui disant qu'il y a du sucre, mais en fait, il y en a pas. Du coup, lui se dit la prochaine fois qu'il va en absorber, il va. Enfin, tu vois, la mécanique. En tout cas, il n'y a pas d'études sûres qui prouvent quoi que ce soit. Ça se contredit tout le temps, mais comme dans chaque étude scientifique, chacun prêche pour sa paroisse. Du coup, si tu veux, moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que depuis pas très longtemps, depuis à peu près 3 semaines, où je me suis dit, vas-y, j'arrête d'en boire. En fait, j'essaye de plus en boire du tout. Mes fringales sont beaucoup moins poussées, sont beaucoup moins violentes, en tout cas beaucoup plus maîtrisables. Voilà, j'ai quand même faim le soir parce que c'est comme ça, mais c'est beaucoup plus maîtrisable. Donc je pense que ça joue quand même sur le système. Regarde, fais un essai avec toi-même, essaye de te dire tiens, si tu consommes du light, j'essaye de boire juste de l'eau. Et j'observe en fait ce qui se passe dans la semaine. Voilà. Si t'as la dalle, bouffe, tu vois ce que je veux dire. Mais fais un vrai test. Tu te dis, en fait, tu vas te rendre compte à la fin de la semaine que, ouais, effectivement, tous les soirs, j'ai mangé un paquet de gâteaux, enfin. Et voilà. Puis t'essayes la semaine d'après de pas prendre de Coca Zéro. Et puis t'essayes de voir ce qui se passe. Essaye de remplacer par l'eau ou, je sais pas, du thé ou autre chose, quoi. Test encore une fois, c'est à nous, on est dans un monde d'expérience, c'est à nous d'expérimenter. On peut prendre des infos, on peut prendre pas mal de choses à l'extérieur, mais la vérité, c'est dans nos vies. Nous, on est là pour ça, on est là pour expérimenter. Donc, faisons-le, et puis tu verras. Dernière question, tu décris le sucre comme un aliment ennemi. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les conséquences du sucre ?
Je crois que c'était ça, j'avais pas noté d'autres questions. Ouais, c'est ça, c'est bien la dernière. Le sucre, lourd sujet, on pourrait y faire une émission complète. Bon, le sucre déjà c'est hyper addictif. On est sur des niveaux, c'est aussi puissant que la cocaïne. Il y a maintes études qui ont été faites là-dessus. On met des souris ou des rats, je sais plus, et on leur donne de la cocaïne et du sucre, et puis à un moment donné, on se rend compte que les rats, ils sont accros au sucre et plus du tout à la cocaïne. Le sucre vient directement en fait activer les neurorécepteurs de la récompense, c'est la dopamine. Donc ça agit exactement pareil en fait que quand vous prenez de la drogue en fait, enfin une drogue. Ça vient activer ça. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que pour activer en fait cette neurotransmission, plus on va manger du sucre en fait, et plus on va désensibiliser cette neurotransmission. Et donc plus on va avoir besoin de sucre pour activer en fait ce besoin de récompense qui nous fait tant de bien. En fait. Donc voilà où nous en sommes. En gros, le sucre, c'est ça fonctionne exactement pareil que pour une drogue. C'est exactement pareil, c'est exactement le même mécanisme. On a différents types de sucres. On a les sucres rapides et ce qu'on va appeler les sucres lents. Dans les sucres rapides, effectivement, on va avoir les fruits. On va avoir tous les sucres ajoutés en fait, qui vont être le saccharose, qui est donc le sucre industriel. Anciennement, ça venait de la canne à sucre, et puis ensuite, je dis pas de bêtises, mais je crois que sous Napoléon, c'est devenu le saccharose a été extrait de la betterave, et donc là, on s'est retrouvé avec du sucre encore moins cher. Qu'on pouvait mettre partout, et les industriels ont très bien compris en fait ce que je vous expliquais en préambule, c'est donc en fait ce qui se passe dans votre cerveau quand vous mangez du sucre, et donc on a commencé à en mettre un petit peu partout, donc dans toutes les desserts, barres céréales, choc à pic, ce que tu veux, il y en a partout, voilà, et donc c'est ça qui nous rend accro. Il y a ces sucres-là, ces sucres rapides, les sucres des fruits, fructose, etc. Ce sont quand même des sucres plus nobles que le saccharose, qui est quand même pas très fameux. Malgré tout, c'est du sucre, donc vous faites votre pic insulinique, et puis vous stockez derrière. Donc voilà, je crois que je l'avais expliqué dans la vidéo, j'en suis pas sûr, mais que en gros vous avez deux fenêtres pour absorber du sucre. Vous avez le matin au lever, parce que votre cerveau est en hypoglycémie, donc là c'est vraiment intéressant de manger du sucre à ce moment-là, donc manger des fruits le matin au réveil à jeun, c'est parfait quoi, parce qu'on va vraiment tout assimiler, absorber, et donc ça va être utilisé par notre corps sur la journée, donc ça c'est canon. Et puis avant et après un entraînement de sport, là c'est vraiment aussi parfait. Et j'en reviens, les gens qui prennent des compléments alimentaires protéinés, etc. La protéine est assimilée, on va dire, est potentiellement mieux assimilable quand elle est prise avec un sucre rapide. Voilà. Donc mangez un fruit avec de la protéine. Sinon, en fait, votre protéine, vous assimilez quasiment pas grand-chose. Donc, en général, vous achetez des pots de protéines très chers, vous buvez, puis en fait, ça part aux toilettes. Donc, voilà. En gros, c'est ces deux fenêtres-là où on peut manger des sucres rapides. Après, vous avez les sucres lents. Donc, en général, les sucres lents, ce sont des sucres qui proviennent en fait du monde végétal. Donc le riz, attention parce que le riz blanc c'est un piège en fait, le riz blanc est un sucre rapide, mais vous allez avoir tout ce qui va être avoine, les blés, etc. Mais à l'état brut, quand vous prenez du blé et que vous en faites de la farine, ça devient un sucre rapide. Et plus votre farine est fine, et plus votre farine est directement aspirée. Si vous preniez par exemple du pain que votre grand-mère faisait il y a 50 ans, votre grand-mère elle avait une farine qui était beaucoup plus épaisse, beaucoup plus granuleuse, parce qu'elle était moulue à la pierre, et donc si vous voulez tout ça, cet amidon qu'il y avait là-dedans, quand il arrivait dans votre estomac, vos enzymes pour pouvoir les absorber, ils devaient bosser quoi. Donc en fait ça mettait beaucoup plus de temps. Le sucre lent. Aujourd'hui, vous arrivez avec des farines ultra fines, ultra industrialisées, microfiltrées, etc. Donc ça, vous arrivez, vous mettez une goutte d'eau, c'est comme de la gelée dans votre ventre, en fait. Vos enzymes n'ont rien à faire.
ça passe directement dans le sang, en fait. Et zone de stockage, etc., les pics insuliniques, ça vous dérègle tout le système hormonal. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, le bazar. Donc, toutes les farines, donc, vous allez retrouver dans les pains, pâte à pizza, les viennoiseries, alors en plus, c'est mixé avec le gras, mais en gros, voilà. Donc, on a la partie sucre lent sur la partie végétale, mais essayez que ce soit le moins dénaturé possible. Vous avez par exemple les flocons d'avoine, c'est génial, ça pour le matin, ça devrait être le petit déjeuner idéal avec des fruits et pourquoi pas quelques noix. C'est magnifique. Mais si vous prenez par exemple de la farine de flocons d'avoine, bah en fait vous avez l'indice glycémique qui monte en flèche, c'est-à-dire que je sais pas, vous allez être sur un indice glycémique à 30 sur du flocon d'avoine, mais si vous prenez de la farine de flocon d'avoine, vous êtes sur un indice glycémique à 70. Donc en fait, ok super, j'ai mangé de l'avoine, mais en fait, il se passe la même chose dans votre corps que si vous mangez un Snickers. Donc voilà, faut faire attention à ça. Plus un aliment il est cuit, notamment les légumes, par exemple, vous prenez une carotte, si vous la faites cuire, la carotte crue est à 30 d'indice glycémique, si vous la faites cuire, elle passe à 35. Des pâtes, c'est pareil. Si vos pâtes sont en surcuisson, en fait, plus vous allez, si vous voulez, détruire les fibres de l'aliment, plus votre aliment va être, entre guillemets, gélatineux, ou plus il va être souple, et plus, en fait, quand il va arriver au niveau de vos enzymes de l'estomac, en fait, plus ils vont pouvoir les broyer facilement. Plus vous allez avoir de fibres, à l'inverse, les flocons d'avoine par exemple, plus vous allez avoir de fibres, plus en fait ils vont mettre du temps à les mâchouiller, on va dire, et à les digérer. Donc, on peut en conclure une chose, c'est que quand vous mangez du sucre, essayez de les manger. Si par exemple vous mangez des pâtes, essayez de manger soit des pâtes complètes parce que il y a des fibres dedans, il y a un apport de fibres, ou essayez de manger vos pâtes, mais avec des fibres, donc avec des aliments qui ont des fibres, tout simplement. Des légumes, je sais pas, vous cherchez quels sont les aliments que vous pouvez mélanger avec et qui ont des fibres. Ça va permettre en fait de ralentir l'absorption de sucre. Voilà. Donc attention aux surcuissons. Hein. En Occident, on a tendance à compoter beaucoup. Hein. Bah, vous prenez une compote. Hein. Une compote, c'est vous prenez un jus de fruits, par exemple. Un jus de fruits, c'est éminemment assimilable ultra vite. Voilà. Par contre, ça va être intéressant après un effort sportif. Un peu de jus de raisin ou jus d'orange après un effort sportif, c'est génial. Mais si vous buvez ça, si vous buvez 3 verres dans la journée, mais vous êtes fait 3 injections seringues de sucre directement dans le système, quoi. Voilà à peu près le sucre. Est-ce que c'était ça? C'était pas vraiment ça la question. Je me suis encore trompé. Je suis parti encore dans 20 000 lieues sous les mers. Voilà pourquoi c'est un aliment ennemi en fait. C'est que il faut comprendre qu'il y a différents types de sucre et il faut savoir quand les prendre, quand prendre du sucre. Et voilà. Et puis il y a une dimension, c'est que le sucre. Hein, c'est forcément lié au plaisir, vu que c'est lié à l'hormone de récompense, la dopamine, c'est lié au plaisir. Donc, il n'est pas question ici, même si je l'ai dénommé comme ennemi, entre guillemets, il n'est pas question de s'en priver, parce que plaisir égale plaisir, et on ne peut pas prenons du plaisir, quoi, voilà. Et si ça passe par la bouffe, prenons du plaisir. Mais ne nous détruisons pas, essayons d'avoir un peu de respect pour nous-mêmes. Tu vois, aujourd'hui, qui prend soin de toi, en fait? Qui prend soin de toi aujourd'hui? Il y a personne qui prend soin de toi, à part peut-être tes parents, ta famille, ta compagne, ton époux. Oui, très certainement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a personne d'autre qui va le faire. Il n'y a aucune institution qui va prendre soin de toi. Il n'y a aucun État qui va prendre soin de toi. Il n'y a rien. Donc en fait, c'est à toi de le faire, tout simplement. Et voilà, l'alimentation, c'est se réapproprier un pouvoir, le sien, de se faire du bien, de se faire plaisir quand on a envie de se faire plaisir, mais aussi de répondre à nos besoins physiques par rapport à voilà, tu vois. Quand tu vois des gens qui arrivent je sais pas, je te dis n'importe quoi, un mec qui a le projet, un amateur, hein, qui a le projet, je sais pas, d'aller se faire la cordillère des Andes avec son fils, parce que tu vois, pour lui c'est la rêve d'une vie, tu vois, et il va faire ça, etc. Cette personne, elle va réussir à le faire, tu vois, parce que à un moment donné, elle va se réapproprier en fait son alimentation. Elle va se réapproprier son plan, si tu veux. C'est elle qui va planifier, c'est elle qui va anticiper les actes,
tu vois, qui vont l'amener en fait à son but. C'est personne d'autre qui va le faire à sa place parce que c'est son rêve, tu vois. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la nutrition, mais n'importe quel sportif en fait, il arrive à ses buts parce qu'il se réapproprie son alimentation. Et c'est une clé, vraiment c'est une clé, mais pour tout, parce que derrière en fait, quand on parle du bien-être entre guillemets, alors oui, on peut aller se faire masser, on peut aller voir des thérapeutes, etc. Mais tu vois, c'est quand même un peu le premier des soins qui est ultra accessible et qui est juste là dans ton frigidaire, juste en bas ou dans la pièce d'à côté. Ça commence là, voilà. Après, c'est pas facile. C'est vrai que quand on est gourmand, quand on plein de trucs, c'est pas facile. Voilà. Mais soyons conscients de ça et soyons conscients que c'est une façon de reprendre du pouvoir, de reprendre de la confiance. Parce que derrière, on se sent mieux dans notre corps, on se réapproprie notre corps, on comprend qu'on est maître du bateau et que on arrête de se faire mener en bateau. Et ça met une sacrée confiance, quoi. Ça permet au corps de s'ancrer, de se poser dans la terre, de se dire voilà, maintenant, il arrive quoi. Et on est un être humain debout, quoi. C'est hyper important. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. Je vous remercie déjà de nous avoir regardé sur la première vidéo et puis en espérant que celle-ci répondra à d'autres questions. Alors après, on va arrêter un peu sur la nutrition parce que je suis pas expert nutrition. Et puis on va refaire aussi des vidéos avec Stéphane très prochainement. On a reçu d'ailleurs pas mal de questions pour repartir sur des questions-réponses clairvoyances. Donc je pense que la prochaine vague sera là-dessus. Et je crois qu'on a reçu aussi des questions sur la thématique ayahuasca déjà qui est parue il y a quelques jours. Donc je pense que Stéphane fera peut-être une vidéo de son côté en réponse ayahuasca. Voilà. Je pensais faire une vidéo de 15-20 minutes, ça fait 50. Donc je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Ciao.